Nous accueillons le professeur Marie Tournier, qui est professeur de psychiatrie d'adultes, qui est chef du pôle Univa au centre hospitalier Charles Perrin de Bordeaux, qui travaille dans la recherche en prévention du suicide, ainsi que Madame Sophie Boutineau, que je connais un petit peu, qui est cadre de santé pour le 3114, pour Vigilance, pour le Pégase au centre hospitalier Charles Perrin de Bordeaux, qui est formatrice, intervention de crise, enfin 3 niveaux. Et elles interviennent toutes les deux avec une équipe dans le cadre de la postvention auprès des soignants de l'hôpital. On a trouvé que ce serait très intéressant qu'elles viennent partager leur expérience. Et donc l'expérience du centre hospitalier Charles Perrin concernant la postvention pour les endeuillés soignants. Je vous laisse la parole. Merci Florian. Merci Florian. Donc on va vous parler de la postvention pour les soignants en service de psychiatrie. On peut imaginer que ça se déploie auprès de l'ensemble des soignants qui vivent un suicide de patient. Donc, en réalité, on avait fait cette diapositive en se disant, mais ce sera déjà dit 50 fois. Ça a été un peu dit, peut-être pas exactement de cette manière-là, donc je vais vous le redire. C'est la définition qui est donnée par Monique Seguin de la postvention. La postvention correspond à l'ensemble des interventions qui se déploient après un suicide, dans le milieu où le suicide a eu lieu ou dans les milieux fréquentés par la victime, donc ce qui correspond effectivement au lieu de soins. Et les objectifs de la postvention sont de diminuer la souffrance individuelle, de renforcer la capacité des individus à faire face à l'adversité, diminuer les risques d'effets de contagion, augmenter le sentiment de sécurité du milieu et favoriser un retour au fonctionnement habituel du milieu. Donc à l'hôpital Charles Perrin, on s'est intéressé à la postvention auprès des soignants depuis le début des années 2010. Et c'était dans le cadre d'un groupe d'évaluation des pratiques professionnelles qui avait pour thème le suicide en hospitalisation, en psychiatrie. Et je vais vous donner un peu d'historique parce qu'en fait, cette EPP, elle avait été créée sous l'impulsion d'une interne qui s'appelait Nathalie Langlais et qui était arrivée en stage dans l'unité dont je m'occupais à l'époque. Et elle a trouvé qu'on allait tous très très mal. Et on allait tous très très mal parce qu'on avait vécu plusieurs suicides de patients hospitalisés de manière consécutive. Et elle a décidé d'en faire son thème de thèse de psychiatrie. Et on a, grâce à elle, créé un groupe pour réfléchir aux besoins que nous avions pour gérer le risque suicidaire à l'hôpital et la souffrance des soignants quand ils ont une expérience de ce type. Donc la première chose qu'on a faite, c'est effectivement faire ce qu'ont fait beaucoup de gens depuis ce matin quand ils ont réfléchi à des interventions, c'est-à-dire une revue de la littérature scientifique sur les suicides des patients hospitalisés en psychiatrie. Alors c'était il y a un petit moment, mais en fait c'est une littérature qui est pas riche, qui s'est pas beaucoup enrichie depuis. Je vais quand même vous donner quelques chiffres sur le suicide chez les patients suivis en psychiatrie. Alors, je vais quand même commencer par une donnée hyper nouvelle, puisque c'est le rapport de la HAS qui a été qui est récemment sorti en septembre 2022 sur le suicide, et qui, dans une de ses parties, répertorie les événements indésirables graves liés aux soins, liés aux tentatives de suicide et au suicide. Donc, entre mars 2017 et juin 2021, il y a 795 événements graves liés aux soins, liés aux tentatives de suicide et suicide. 65% ont abouti à un décès, ce qui correspond à 515 cas. Mais tous ont mis en jeu le pronostic vital ou entraîné des séquelles fonctionnelles permanentes. 82 de ces événements ont été en secteur sanitaire et 57% presque en service de psychiatrie. Ce qui fait quand même en réalité beaucoup de cas. Et sur l'ensemble de ces cas, c'est-à-dire dans tous les secteurs, c'était plutôt des hommes âgés souffrant de troubles de l'humeur. Donc si on regarde spécifiquement le suicide
à l'hôpital, c'est 5 à 6,5% des suicides dans la littérature, 3 à 5% en hôpital psychiatrique, ce qui correspond à 250 pour 100 000 admissions, et 2% à l'hôpital général. C'est quand même beaucoup, 2% des suicides à l'hôpital général, mais évidemment, en termes de fréquence, c'est moindre, parce qu'il y a beaucoup d'admissions à l'hôpital général, c'est 1,8 pour 100 000. En psychiatrie, dans la littérature, le suicide à l'hôpital, c'est plutôt un suicide violent. Beaucoup, c'est par pendaison. 80% sont en unité ouverte, avec une majorité qui sont en fait à l'extérieur de l'hôpital, soit au cours d'une sortie permission, soit au cours d'une sortie non autorisée du patient à l'extérieur de l'hôpital. Et 82%, et ça c'est vraiment peut-être l'élément le plus important pour notre pratique, mais 82% des patients, au moment de leur geste suicidaire, étaient considérés par les équipes comme stables et améliorés. Ou améliorés, pardon. Donc, dans la littérature, les patients les plus à risque de mourir par suicide à l'hôpital psychiatrique, c'est plutôt des sujets jeunes, âgés de 30 à 50 ans. Peut-être ça dépend de la définition de sujet jeune. C'est plutôt des hommes, et les pathologies concernées, c'est le plus souvent les dépressions, qu'elles soient unipolaires ou bipolaires, la schizophrénie, et les troubles liés à l'usage de substances au sens large, avec l'alcool dedans, et étant dans des conditions sociales à ce moment-là défavorables. Les périodes à risque pendant l'hospitalisation, on sait bien que la période qui est juste au décours de l'hospitalisation est une période à risque, mais là, nous, on s'intéresse à l'hospitalisation, cette période-là. Donc, en cours de séjour, c'est plutôt la première semaine. Un tiers des suicides, c'est la première semaine, donc un moment où effectivement le patient est toujours un peu dans la même situation qu'à l'extérieur, sauf qu'il est à l'intérieur. Ou alors avant une sortie, sachant que les sorties de l'hôpital sont généralement désirées, mais même désirées, elles peuvent être redoutées, et elles peuvent être non désirées également. Donc les sorties de l'hôpital, c'est les périodes à haut risque, parce qu'en fait, la définition d'un suicide de patient hospitalisé, c'est un suicide de patient hospitalisé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'hôpital. Et donc 80% de ces suicides ont lieu au cours d'une sortie permission autorisée par le médecin, et 13% à l'extérieur sans permission. Les facteurs de risque de mourir par suicide au cours d'une hospitalisation psychiatrie, c'est généralement des facteurs de risque qu'on retrouve dans la population générale, les antécédents de tentatives de suicide, le fait d'avoir été admis pour des idées suicidaires ou pour une tentative de suicide, la présence de symptômes dépressifs au moment du suicide, c'est-à-dire qu'en fait, comme dans beaucoup d'études, c'est l'état psychiatrique au moment du passage à l'acte qui est très important, qui a un impact très fort. Il ne faut pas oublier les effets secondaires des médicaments, et particulièrement le syndrome extrapyramidal sous traitement antipsychotique, qui est un très fort facteur de risque de conduite suicidaire chez nos patients hospitalisés et chez nos patients en général. Bien sûr, la chimiorésistance, puisque l'espoir qui peut rester s'amenuise au fur et à mesure des essais de traitement qui entraînent un échec et donc une désillusion, une déception à chaque fois. Le fait d'avoir un emploi, probablement parce que l'enjeu est plus gros encore. Le fait d'être hospitalisé sans consentement et le fait de vivre seul. Donc au total, dans cette revue de la littérature, le suicide apparaissait, au cours des hospitalisations en psychiatrie, le suicide apparaissait comme bien sûr imprédictible, heureusement rare, mais avec le groupe de PP qui existe toujours et qui se réunit toujours assez régulièrement, on se fait la réflexion que ça nous semble en augmentation. Là, je vous donne quelques chiffres qu'on a estimés comme ça très vite avec Sophie ces derniers jours, mais en 2012, on avait dit, tiens, on va faire l'analyse des cas qui sont survenus sur l'hôpital Charles-Perrins. Donc, on avait fait un recueil d'informations, etc. Et on avait retrouvé 7 cas entre 2009 et 2012. Maintenant qu'on fait des postventions, on répertorie peut-être encore mieux ces cas, mais on en a eu 5 en 2021. Et là, depuis le mois de mai, donc entre mai et septembre 2022, on en a eu 8. Et donc, il ne faut pas oublier que ces gestes, ces suicides, ont des conséquences majeures pour tous les survivants.
Et parmi ces survivants, il ne faut pas oublier le personnel qui travaille en psychiatrie, puisqu'il est particulièrement exposé à ce risque. Il travaille auprès des personnes les plus vulnérables pour le risque suicidaire, que ce soit des soignants ou pas des soignants. Et ça, je pense qu'il faut aussi en tenir compte. Nous, quand on fait ces réunions, Sophie va vous en parler un peu plus, mais on réunit aussi des personnes qui ne sont pas dans les soins de manière directe, comme les assistantes sociales, les ASH, et tous les gens qui travaillent auprès de ces patients qui sont décédés par suicide. Et d'ailleurs, dans le rapport de la HAS qui est sorti la semaine dernière, je crois, il rappelle l'existence de ces secondes victimes, les soignants. Ils les appellent comme ça, les secondes victimes. Et ils invitent fortement les institutions à s'intéresser à eux en termes de formation, en termes d'information, mais aussi en termes d'accompagnement. Alors pourquoi c'est important de s'occuper des professionnels? Parce qu'il y a des vraies conséquences de ces suicides sur les professionnels qui travaillent en psychiatrie. Déjà par la caractéristique des décès par suicide. C'est des décès qui sont subis, au sens de qui arrivent subitement. C'est imprévu, c'est violent, c'est brutal. Et c'est souvent des personnes jeunes, comme Marie l'a dit. C'est potentiellement traumatisant. Et il ne faut pas se dire que parce qu'on est soignant, et soignant en santé mentale, on est habitué et que ça ne fait rien, parce que ce n'est pas le cas. C'est un vrai traumatisme de perdre un patient décédé par suicide. Et d'ailleurs, le suicide en lui-même est un facteur de risque de deuil compliqué. Alors il y a des réactions normales et attendues chez les soignants, dont on parle lors des postventions, bien évidemment, pour expliquer aussi aux soignants qui les traversent ce qu'ils vivent, et que c'est justement normal et attendu de vivre ça. Donc il y a le choc, la culpabilité, on en a beaucoup parlé précédemment, pour tous les endeuillés, la culpabilité est très très importante, le sentiment d'impuissance, la tristesse, la colère. Et la colère, c'est pas évident à verbaliser. On peut être en colère contre soi-même, mais aussi contre le patient. Et ça, c'est beaucoup plus difficile en tant que soignant de se dire que oui, on est aussi en colère contre notre patient. La honte, un sentiment d'échec et un impact sur la vie personnelle. Ça ne nous laisse pas indemnes. On rentre chez soi avec ça. Il y a de l'angoisse potentiellement de revenir au travail ensuite, de la culpabilité, on l'a dit, et une grosse perte d'estime de soi. Les réactions de stress, qui sont les pensées intrusives, donc les images, les souvenirs, surtout si on a vu le corps, l'évitement d'y penser, d'en parler, les réveils nocturnes, l'irritabilité et l'hypervigilance. Alors, avec ces réactions normales et attendues de stress et émotionnel, il y a aussi beaucoup d'apparitions de questionnements sur sa propre culpabilité, sur un sentiment d'échec. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas vu? J'ai échoué dans ma mission de soignant, sur sa responsabilité du coup, et sur ses propres compétences et sa confiance en soi à être un bon soignant. Et du coup, il y a des vraies répercussions professionnelles. Quand on travaille en psychiatrie, on ne s'attend pas tous les jours à parler de la mort, on n'y est pas forcément préparé. Et donc, il y a vraiment un vécu de perte de sens face à cet absurde de la mort. On est plutôt dans l'accompagnement. Le vécu de culpabilité, d'impuissance et d'isolement, c'est pas évident de parler du décès par suicide d'un de nos patients. Donc on se retrouve souvent très isolé avec ça. Un vécu d'insécurité et de menace, parce qu'on a peur que ça se reproduise, on a peur d'arriver au travail et que, effectivement, ce soit sans fin. Et un risque de surévaluation du potentiel suicidaire, auquel nous, on fait particulièrement attention. Alors c'est normal et attendu, mais il ne faut pas que ça dure dans le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit, je vais vous le présenter, on a une augmentation de l'anxiété devant les patients suicidaires, parce que justement, on a peur que ça se reproduise. Des consultations plus fréquentes des collègues. Ça, c'est en lien aussi avec la perte de ses capacités de soignant. Est-ce que je vais prendre la bonne décision? La réticence à suivre des patients suicidaires et l'augmentation des hospitalisations préventives et aussi de certains retraits de moyens létals. Et du coup, on peut être amené à restreindre plus, sur un temps donné, la liberté des patients. Et donc, c'est quelque chose auquel aussi on est très attentive avec Marie. Et on accompagne les équipes à leur dire c'est normal, mais il ne faut pas que ça dure dans le temps. Et si ça dure, il faut vraiment y réfléchir en équipe.
Et l'épuisement, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, quand on a peur de revenir au travail, quand on a peur que nos patients, il puisse arriver quelque chose dans le service quand on est en poste, et bien forcément c'est épuisant. On est en permanence en hypervigilance. Il y a des répercussions personnelles, mais aussi sur les équipes et la dynamique de groupe des équipes. Il y a une augmentation de la tension, des conflits. Quand il n'y en avait pas, ils apparaissent. Quand il y en avait, ils sont majorés. Et au sein de l'institution. Même si l'institution est bienveillante, il y a l'apparition d'un climat de crainte et de blâme. C'est aussi en lien avec notre propre culpabilité et nos questionnements sur notre propre responsabilité. Et il y a évidemment, comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant, la mise en place d'une vigilance accrue et d'une méfiance envers les patients. Les facteurs aggravants de ces conséquences, c'est souvent quand c'est le premier décès dans la carrière. Je pense qu'il y a un avant et un après. La soudaineté du décès, je vous l'ai dit, c'est subi, c'est violent, c'est brutal. Ça vient nous saisir. Il y a aussi l'usure de la répétition, où justement on se dit que ça continue, et souvent les fantômes du passé reviennent à chaque décès qu'on subit. Et ça, c'est important de se le dire aussi. Le réveil des deuils personnels, évidemment, ça peut arriver. Et l'influence de l'âge de la personne. Alors, l'influence de l'âge de la personne, à deux niveaux. Notre âge, c'est notre référence. Donc, souvent, quand c'est quelqu'un de plus jeune, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'il faut se dire, et nous, on sensibilise aussi les équipes, c'est qu'une vie perdue, quel que soit l'âge, c'est une vie perdue. Vous l'aurez compris, le suicide prend en dépourvu les professionnels, mais aussi les institutions. D'où la nécessité d'accompagner les soignants. Pourquoi ? Pour établir la vie institutionnelle qui a été momentanément interrompue. Je vous l'ai dit, il y a un avant, il y a un après. D'où la nécessité d'activités de postvention qu'on va vous détailler, on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe à Charles Perrins, pour réduire les effets négatifs de ces décès. Et ça donne aussi la possibilité aux professionnels de parler de l'événement. Et on sait à quel point c'est important. Ils ne restent plus seuls. Ils peuvent verbaliser leurs doutes, leurs émotions. Et ça leur permet d'avancer et de reprendre une vie normale, personnelle et professionnelle. Au regard de tous ces éléments que nous avons organisé et formalisé l'organisation surtout de la postvention sur l'hôpital Charles Perrins à Bordeaux. Ça existait un peu dans certains pôles. Ça existait plus à partir de 2012 et à partir de 2016, ça avait vraiment été formalisé par une procédure vue par la qualité, etc. Toutes ces choses que vous connaissez. Pour la réfléchir et la formaliser davantage, on a cherché dans la littérature à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on a mis Mireille Verroux et Marie-Sophie Perry comme auteurs, c'est que c'est elles qui avaient réalisé cette recherche. Et on a vraiment cherché s'il existait des modèles dont on pouvait s'inspirer. Et la seule chose qu'on avait retrouvée à ce moment-là, donc au début des années 2010, c'était un mémoire sur les suicides des détenus au Québec. Et c'était donc des interventions qui étaient à destination du personnel pénitentiaire. Et on s'est inspiré de ce qu'ils faisaient. Donc dans leur processus, il y avait une première réunion de désamorçage. Cette réunion concernait le personnel qui était présent, en fait, le personnel qui est intervenu auprès de la victime, ou le personnel qui a... Alors, bon, là, là, forcément, en prison, la personne, elle est là, mais ça peut être le personnel qui a reçu l'appel téléphonique d'annonce. Et c'est avant que le personnel n'ait quitté l'établissement. Évidemment, il est hors de question que le personnel rentre chez lui le soir et que personne ne lui ait rien dit, comme si c'était rien passé. On ne peut pas laisser rentrer les gens chez eux sans rien faire, sans que rien ne se passe. Donc ça, c'est le premier temps de désamorçage qui est immédiat, à chaud. Et ensuite, il y a un temps de désensibilisation qui se fait un peu à distance, idéalement dans les 24-72 heures, d'après ce qu'ils disaient. Mais ils reconnaissent que c'est parfois difficile, que c'est un peu court pour organiser. Et cette réunion de désensibilisation, elle doit intéresser l'ensemble de l'équipe. Les gens présents, les gens pas présents. Et là, dans cette procédure-là, elle avait un caractère même obligatoire. Ça correspondait à tout le monde et on organisait le remplacement des équipes qui étaient en poste à ce moment-là. Ce qui était recommandé, c'était de faire ces réunions en groupe pour faciliter les échanges entre les intervenants et, pendant ce groupe, de favoriser l'expression des émotions
et de faire un retour sur l'événement et les mesures prises, c'est-à-dire rassurer le déroulement des événements et la réaction des personnels qui étaient présents pendant l'événement. Bien, nous, à Charles Perrin, on n'a pas réinventé la roue, hein. On s'est basé sur ça. Donc, effectivement, on fait des réunions de désamorçage et ensuite de désensibilisation. Donc, la réunion de désamorçage, l'objectif, c'est l'aide et le soutien, la verbalisation des émotions à chaud, puisque c'est vraiment en immédiat. C'est dès qu'on a l'annonce ou que le décès est apparu. Retour sur les événements vécus, une discussion autour du décès, où évidemment il y a une attitude positive et empathique. On fait raconter aux équipes ce qui s'est passé pour eux. On ne juge pas et on ne met pas en accusation. Et on ne cherche pas les failles. Ce n'est pas le moment de faire ça. Ça peut se faire sur des analyses de cause, mais nous, ce n'est pas le propos. Et ce n'est pas le moment de faire ça. On s'assure sur le moment que l'équipe est capable d'assurer ses fonctions. Si ce n'est pas le cas, on organise un éventuel relais. On ne peut pas laisser les gens continuer à être au travail alors qu'ils ne sont pas en capacité psychique de pouvoir le faire avec ce qu'ils viennent de vivre. Et on apporte aussi l'aide et le soutien pour les procédures matérielles et administratives. La réunion de désensibilisation, donc c'est celle qui est faite à distance. Alors on essaye de faire dans les 24 à 72 heures. Des fois, il y a des délais plus longs et vous allez comprendre pourquoi sur les prochaines diapos. L'objectif est le même, l'aide, le soutien, la verbalisation des émotions et le retour sur les événements. L'information, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les réactions affectives attendues chez les soignants, ce qui les rassure beaucoup. Tiens, c'est normal de vivre ça. Je me pose la question. Et tiens, mon collègue, il vit ça. Et du coup, ça les rassure. Et le fait d'en parler et d'échanger autour de ça, ça fait aussi du lien dans l'équipe, autour de cet événement qui est très traumatique. Les conséquences sur leur travail, leur vie personnelle et la vie de l'équipe, et les ressources extérieures disponibles. On peut éventuellement orienter sur des ressources extérieures disponibles en dehors de la postvention. Évidemment, la discussion autour du décès, donc, comme je vous l'ai dit, à distinguer de l'analyse de cause, et ça, on insiste beaucoup sur ça. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu. On laisse s'exprimer, on porte une attitude empathique et soutenante, et on est aussi là pour rassurer sur les compétences professionnelles ou soignantes qui sont remises en question par les soignants. Et on resitue aussi dans le contexte du profil à risque de nos patients et de l'imprévisibilité du suicide. Parce que c'est imprévisible, imprédictible et on le sait. Mais quand on vit ça, eh bien, c'est difficile de se le rappeler et le groupe est là pour rappeler aux soignants que ça reste imprédictible et imprévisible. Et effectivement, on fait très attention aussi sur les groupes à repérer les personnes les plus vulnérables ou à risque. Alors comment ça s'organise? Pourquoi des fois on a du mal à tenir les délais? Eh bien parce que c'est un groupe de volontaires. Volontaires que j'aimerais remercier. Je sais qu'il y en a certains dans la salle. Donc merci Karine, merci Benjamin, merci Pierre, merci Sophie d'être là. J'espère que j'en oublie pas. On pense à ceux qui ne sont pas là. On est 16 au total. Donc tout le monde n'a pas pu venir. Ce groupe est composé de cadres, infirmiers, psychiatres. On intervient au moins 2. Quand c'est des situations plus difficiles, on est parfois intervenu à 3 membres du groupe. Normalement, on n'intervient qu'une fois, mais ça arrivait qu'on revienne aussi si les équipes vont très très mal et sont en demande, ou qu'on a repéré qu'il fallait revenir. On essaie que les personnes du groupe interviennent sur le pôle où ils ne travaillent pas. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Alors comment ça se passe? Effectivement, plutôt pratico-pratique. Donc la réunion de désamorçage est faite par les personnes qui sont présentes au moment de l'événement. Donc c'est soit le médecin et le cadre de l'unité, soit le médecin, le cadre de permanence, donc médecin de garde, cadre de permanence et administrateur de garde quand c'est sur des gardes. Il y a une fiche d'événement indésirable qui est établie à la suite de cet événement. Et du coup, le service qualité nous prévient. Alors nous, on a demandé aussi que ce soit doublé d'un mail à Marie et à moi pour être prévenus au plus tôt, pour pouvoir organiser au plus tôt. Et du coup, on a la mission de solliciter le groupe de volontaires et d'organiser le plus rapidement possible la postvention. Ce qui nécessite des croisements d'agenda et des fois, c'est compliqué. Donc, c'est arrivé qu'on intervienne dans les 10 jours. Et on voit bien à quel point c'est pas efficace et que l'intervention la plus précoce est la plus préconisée. Au niveau organisation, on se met en lien avec le cadre de l'unité concernée et on voit l'équipe. Alors, il y a des limites,
effectivement cette organisation locale de postvention. Donc je vous l'ai dit, autour des effectifs, des équipes de nuit, ce qui est important, c'est qu'on convie tout le monde. Il n'y a pas de caractère obligatoire, mais tous ceux qui sont intervenus ou pas, qui étaient présents ou pas lors de l'événement, mais toutes les personnes du service concerné qui ont eu un contact avec le patient sont concernées par la postvention. On n'oublie pas non plus les étudiants, on n'oublie pas non plus les personnes venues en renfort, filer un coup de main sur le moment de cet événement. Et ça, c'est très très important. Donc la nécessité de se libérer dans un court délai, je vous l'ai dit, et la difficulté à tenir les délais. Les bénéfices qu'on voit, on a des retours des équipes, parfois même plusieurs mois plus tard. Et c'est maintenant très investi, voire très demandé. Et les équipes nous remercient d'intervenir et peuvent nous dire à quel point c'était important pour eux et que ça leur a fait du bien. Ça a pu réinstaurer un dialogue, et ça réinstaure, je dirais même à chaque fois, un dialogue au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Il y a un apaisement émotionnel et ça permet la sécurité dans l'exercice professionnel pour nos soignants. Et donc ça permet qu'ils puissent continuer à travailler sereinement et je crois que c'est un sujet assez important. En conclusion, des professionnels outillés et conscients des risques, vigilants face aux comportements suicidaires et à leurs conséquences, sont le meilleur gage d'une prévention et d'une postvention efficace. Nous aimerions remercier aussi notre établissement, notre institution, qui nous permet aussi de mettre en œuvre ce dispositif et qui nous a suivis dans l'aventure et qui nous aide au quotidien à pouvoir le faire. On ne va pas s'arrêter là, du coup on aime bien les défis. Et on a eu des demandes d'autres établissements hospitaliers de la région pour étendre le dispositif, que ce soit en santé mentale, mais pas que, aussi dans les hôpitaux généraux. Donc voilà, on va voir comment on va s'organiser, mais en tout cas, on relèvera le défi. Et il y a quelque chose auquel on réfléchit depuis un petit moment qui nous tient à cœur, c'est aussi le quid de la postvention pour les patients, puisque aussi, quand il y a un décès dans un service, ils sont aussi concernés et aussi impactés. Je vous remercie.